Merci beaucoup. Merci d'avoir lancé la chose. J'aurais peut-être besoin d'aide pour lancer les 2 extraits. Alors, réflexion sur la notion de star image, plus ou moins. Disons que c'est l'outil que je vais utiliser pour vous parler de Jean-Jacques Goldman en tant qu'artiste de variété. Et je vous propose, pour alléger cette fin de journée et pour ne pas non plus déborder le temps, de zapper la partie théorique. Elle est sur des diapos si vous avez envie, mais en fait, je vais juste vous inviter à lire Stars de Richard Dyer, où il explique en 2 mots ce que c'est que la star image. Ce qui m'intéresse simplement dans cette notion, et c'est pour ça que je l'utilise, c'est qu'elle permet de contourner le problème de la personnalité et de l'identité. C'est-à-dire que la star image, ce sont des éléments que l'on peut aller analyser dans les textes médiatiques. Et il n'y a pas besoin de postuler le fait qu'il y ait une personnalité ou un caractère sous-jacent. On va voir comment on peut interpréter ce qui est présent là dans des textes. Donc c'est pour ça que ça m'a paru très utile. Et puis deuxième petit point, avant de me lancer dans le contenu, Jean-Jacques Goldman se déclare dès ses premiers succès artiste de variété. Et il le proclame haut et fort contre le fait que c'est considéré comme pas bien, que c'est considéré comme péjoratif d'être un artiste de variété. Et lui dit si, je le revendique. Voilà. Je cite des choses d'interviews que j'ai pu voir. Un grand merci pour l'accès à INA Media Pro. J'ai pu travailler comme je n'avais jamais travaillé sur la carrière d'un artiste. La précision, la richesse des documents est incroyable. Et merci évidemment aussi à l'équipe, même si j'en fais partie plus ou moins sur le bord. La période dont je vais m'occuper, donc Jean-Jacques Goldman, c'est une carrière longue. La période dont je vais m'occuper commence en 81, donc je ne m'occupe pas de Tai Fung, de ses premiers succès dans un groupe de rock dans les années 70. Et je vais m'arrêter à la privatisation en 87. Ici, de nouveau, l'histogramme, je crois qu'il nous a tous séduits. Qui montre en fait les gros pics, je vous les ai écrits. C'est entre 81 et 84, ça monte en flèche. C'est entre Il suffira d'un signe et puis l'album de 84 qui est positif. Et ensuite, 85, 6 c'est son record absolu. 85, 6, 7, ce sont des années de plateau, de célébrité, d'une notoriété médiatique extrême. Et je me suis arrêtée en 87, mais en fait, vous voyez qu'en 88, il a encore une très forte année. Et puis encore d'autres un peu plus tard. Donc, je m'occupe d'une période, et moi, je me suis concentrée finalement sur la mise en place de sa star image entre 81 et 84, et puis sur un premier aboutissement qui, de fait, se situe en 87. Pourquoi ça fait... Ah oui, je fais en arrière au lieu d'aller en avant, tout va bien. Vous voyez comment c'est bien, c'est agréable, on passe les choses. Alors, 2 petits éléments qui viennent configurer l'industrie de la musique à cette époque des années 80 sur laquelle j'ai travaillé, qui ne sont pas présents auparavant. L'utilisation progressive du clip en tant que support de communication et de promotion des artistes de variété. Et puis, et ça se joue chez Goldman très, très bien et très fort. Et puis, la mise en place du top 50 à partir de novembre 84 qui fait qu'on mesure le succès autrement. Et ça change quelque chose dans la manière dont les notoriétés sont établies. Cela dit, pour Jean-Jacques Goldman, il traverse cette chose-là sans à-coups, puisque sa notoriété par les hit parades avant le top 50 est en fait confirmée au moment où le top 50 se met en place. La star image, alors ma communication va être en 2 grandes parties. La première, c'est le contenu de la star image de Jean-Jacques Goldman. Et puis le deuxième, c'est qu'est-ce que cela nous dit de ce que sont les variétés télévisuelles et de ce qu'est la variété musicale. Donc, en termes de star image, l'image de Jean-Jacques Goldman, mais finalement, comme pas mal des stars qui ont été évoquées ici, repose sur un certain nombre de paradoxes, célébrité modeste, rocker doux, mais aussi sur des critiques virulentes dans d'autres corpus, alors pas à la télé, ça n'émerge pas du tout, mais dans des corpus de presse écrite et de presse généraliste, Chantremou, Chanteur à Minette, Castrat Endimanché, tout cela a été écrit à son sujet.
Et puis je passe à ce que j'ai trouvé en visionnant plein d'émissions sur Jean-Jacques Goldman. J'ai dégagé quelques jalons chronologiques. De 81 à 84, une success story. Je prends mes petites notes. Voilà, qui s'établit par la vente de disques et la présence dans les hit parades, qui surprend un peu les gens. C'est-à-dire dans les premières émissions qu'on voit, c'est « Ah ben dis donc, on vous écoute beaucoup, vous êtes en... » Mais les animateurs ont l'air presque surpris. Et en 81, il suffira d'un signe. En 82, quand la musique est bonne, et avec les autres singles qui s'enchaînent ensuite. Et puis finalement, en 83, c'est vraiment, on n'a parlé que de vous cette année, vous êtes le chanteur de l'année. Finalement, les choses s'installent et on peut dire que en 84, le succès est atteint et qu'il ne surprend plus. Il y a plus ces espèces d'étonnements implicites. Ce qui est très étonnant pour moi, c'est que j'ai visionné très en détail en comparant à chaque fois avec la version album. Général, il est rare qu'il chante en playback. C'est-à-dire que même dans cette période où il n'est pas encore un chanteur arrivé, la bande instrumentale, oui, elle est en playback, mais lui, il chante en direct dans un micro et c'est bien sa voix qu'on entend. Les comparaisons montrent des différences, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un chanteur de direct. Or, un des éléments de sa star image de cette période, donc 80-84, c'est « mais vous ne faites pas de scène ». Donc vous ne chantez pas. Alors c'est amusant parce qu'en fait, il a tout un passé de musicien où il a fait les bals, en fait, donc il a passé son temps à chanter sur scène. Et puis aussi le fait qu'en réalité, il fait partie des quelques rares, il n'y en a pas beaucoup, qui chantent en fait dans le micro et qui envoient leur voix en direct. Donc il fait de la scène tout le temps, mais on lui dit qu'il ne fait pas de scène parce qu'il n'est pas en concert à l'Olympia. Or en 83-84, il fait des concerts à l'Olympia qui sont triomphaux. Et donc là, ça fait contribuer aussi au fait qu'on bascule sur une autre période de sa star image, où il devient ce que j'ai appelé musicien vrai, musicien réel. Et là, ce qui émerge dans les discours sur sa star image, c'est que c'est un vrai, au sens où il joue. Et de fait, on insiste, il joue du piano, il joue de la guitare, il chante évidemment, et il joue du violon également. Donc il y a vraiment toute cette chose qui fait que son image au printemps 84 devient différente, ça devient l'artiste complet, l'artiste réel. Et puis à l'heure de juin, à décembre 84, se passe une chose que je croyais arriver plus tardivement et qui est le fait qu'il passe dans des émissions de rock. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois c'est une manière de poser la question, mais finalement c'est un musicien de rock, en fait, Jean-Jacques Goldman, ce qui, musicalement, est une évidence. Hein. C'est un musicien de rock, sur le plan juste des sons et des styles qu'il utilise. Mais lui, en 84, il le refuse. C'est-à-dire qu'il passe dans les émissions de rock, on parlait de Rocking Chair ce matin, il passe aussi aux Enfants du rock à la fin de l'année, mais il dit « Non, moi je fais des variétés ». Et puis il argumente, il dit « Je fais des variétés comme les Beatles ». Voilà, je fais comme des gens que vous aimez beaucoup, mais voilà, je fais des variétés. Et il le revendique au nom d'un certain nombre de choses. Alors justement, j'arrive à ces certain nombre de choses. Pourquoi je vais... Ah oui, j'appuie sur en arrière au lieu d'aller... Voilà. J'ajoute à la notion de star image un élément que Richard Dyer n'explicite pas dans son livre et qui est la redondance. Dans le corpus visionné, ce qui va construire la star image, et on en a parlé à propos de la redondance visuelle, du canotier, c'est les éléments qui reviennent tout le temps. Et c'est cela qui fait que la star image devient une espèce de réalité à laquelle on n'arrive plus à échapper. Dans son cas, je relève qu'il y a des redondances qui, pour moi, sont purement verbales, des clichés, des mots vidés de leur sens, talent, succès. Mais il y a aussi une redondance de catégories conceptuelles, et ça c'est magnifique, c'est ce qu'on appelle des représentations sociales, qui sont mobilisées au fur et à mesure de ces apparitions télévisées. Le fait qu'il chante en français, le fait ça c'est pas du tout vidé de son sens, c'est ça que je veux dire, c'est pas seulement des mots qui reviennent, c'est aussi des lectures de la réalité qui reviennent à travers ces mots-là. Chanter en français, avoir une voix particulière, faire de la scène, en l'occurrence ne pas en faire ou en faire, comment ça se passe. La dualité rock-variété, elle est thématisée explicitement. Et puis les gens, un mot qu'il utilise sans cesse, Jean-Jacques Goldman en particulier, quand il parle de son public, il dit les gens. Il le dit avec beaucoup de respect et d'humilité, c'est une des caractéristiques
implicite de ces apparitions télé, mais moi, les gens, quand ils achètent un disque, quand je vois les gens, quand je suis au concert, les gens. Et c'est ce mot-là qu'il emploie, et cette catégorie-là, donc cette espèce de considération pour un public général et généraliste. La redondance visuelle, vous l'avez peut-être déjà sous les yeux, mais je me suis amusée à mélanger les pochettes des singles ou des albums, des images de clips, des images de télé, et de 75 à 87, donc j'ai même pris 76, enfin ces tout premiers singles en solo qui n'ont eu aucun succès. Et finalement, on retrouve donc un vocabulaire visuel qui est toujours le même. Et donc, quand on parlait de chanteurs qui ont une identité visuelle très marquée et réduite à quelques stéréotypes, on peut l'appliquer à lui. Le seul élément qui bouge, c'est comme la blue note dans les gammes blues, c'est la cravate, qui commence à s'estomper à partir de 84. Mais en réalité, chemise, veste, le tout remonté au coude, le jean, des chaussures qui sont toujours soit des baskets, soit des boots, et jamais des chaussures mocassins ou à lacets. La guitare quand il est en playback, donc le petit presque quasi-logo, j'ai appelé ça, le quasi-logo de la silhouette longiligne avec la guitare et les cheveux longs. Voilà, donc on a vraiment cela, et le seul moment où ça cède un peu de terrain, c'est ce dernier jalon chronologique dont j'ai oublié de vous parler précédemment, c'est 87, quand il passe une deuxième fois aux Enfants du Rock pour une spéciale Enfants du Rock, où, quand il y a les interviews, il est en sweat ou en pull. Je pense que les enfants du... Il devait y avoir un truc de se dire non, là aux Enfants du Rock, je ne peux pas mettre la chemise. Mais dès que les deux images du bas, c'est encore les Enfants du Rock, ce sont les images du concert au même moment au Zénith, et il est de nouveau en chemise et en veste, retroussé au coude. Donc en fait, c'est vraiment pour les moments d'interview de l'émission qu'il est remis en chanteur de rock digne de ce nom, c'est-à-dire pas de chemise s'il vous plaît. Le fait... Il me reste combien de temps ? 14 minutes encore. C'est le moment dangereux. On se dit, oh, j'ai le temps. Et puis en fait, non. Alors, je me dépêche quand même. Donc, ce qu'il y a de bien, comme le souligne évidemment Richard Dyer, une image, une star image, c'est évolutif. J'ai pu repérer un élément qui disparaît, c'est le côté justement chanteur à minette. C'est l'insistance sur sa séduction physique, sur sa beauté, sur son charme, sur le fait qu'il est pour les femmes. Il y a une des émissions, on l'a introduit en disant « On va vous faire plaisir, mesdames ». Et voici Jean-Jacques Goldman. Vous voyez, un truc comme ça. Et puis, ça disparaît. Une chose qui émerge, et je m'en souviens jamais, donc je regarde mes notes. Oui, la discrétion. Ça émerge. Au début, c'est pas là parce qu'il n'a pas la place. On lui laisse pas la place de parler. Mais il n'aime pas parler de lui, et plus ça va, plus il le dit. Et il trouve que c'est embêtant et que c'est dangereux de se centrer sur soi et de parler de soi. Et il y a quelque chose qui se cristallise de plus en plus fort au fil des années. Et puis alors, il y a l'élément caritatif, lui qui est un peu constant, mais qui est constant dans les faits, mais qui n'est jamais explicité et verbalisé. C'est très curieux. C'est-à-dire qu'il a toujours été, dès Sister Jane, le succès en 75 de Tai Fong, ils font les petits papiers de Noël. Je ne sais pas si ça vous parle, enfin, une émission caritative, collecte de petits papiers de donateurs dans des villes de France, filmés en extérieur, donc du playback complet, mais où les stars qui sont invitées, il y en a en général 3, collectent les papiers en prétendument chantant leurs chansons dans les rues d'une ville. Il le fait tous les ans, et je suis sûre que il faudrait que je continue jusqu'à la fin des petits papiers de Noël pour voir, mais en 31 décembre ou par là, enfin entre Noël et le jour de l'an, vous avez les petits papiers de Noël, vous avez Goldman. Donc il n'y a pas que les Restos du Cœur, il n'y a pas que Chanteurs sans frontières, enfin il a vraiment été tout le temps impliqué dans des aspects caritatifs de sa star image, a toujours véhiculer ça, mais d'une manière implicite. Le sexisme implicite, j'y reviendrai s'il y a des questions là-dessus, parce qu'il faut que je me dépêche, mais le fait de considérer que c'est pas bien d'être un chanteur pour femmes ou d'être un chanteur beau, c'est bizarre en soi. Donc là, il y a toute une série d'analyses qui peuvent être conduites, mais que je laisse pour l'instant comme ça, je vous laisse juste parcourir rapidement. Et là, on va passer au premier visionnage. Alors, c'est vrai, oui, j'ai l'habitude de regarder du côté... Non, c'est moi qui lance, oui. Je ne sais pas comment on fait sur un Mac, en plus.
Donc, qui récapitule tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas besoin que je... On va avoir à la fois le chanteur vrai sur une guitare folk acoustique qui chante vraiment en s'accompagnant lui-même, donc quelque chose de vraiment du savoir-faire musical, et à la fois des plans cadrés tout près de son visage avec l'insistance sur les yeux. C'est Champs-Élysées. Et l'incrustation de l'un à côté de l'autre, j'appelle ça jouer sur les deux tableaux. Un peu, vraiment combiner les deux aspects de son image. Oui, je me suis aperçue en réécoutant. Je voulais vous garder la fin du pont parce qu'il y a une petite série d'accords à la guitare qui ne sont pas du tout des accords banals. Contrairement au reste de la chanson, on a vraiment, on sent le musicien, compositeur qui a un métier réel. Et puis, je voulais vous faire entendre aussi les deux types d'aigus vocaux, puisque c'est ces aigus vocaux qu'ils font cataloguer comme chantremou et autres castrats. Et en fait, c'est ridicule. Mais bon, c'est pas l'objet de cette communication aujourd'hui. Mais en fait, il faut voir qu'il y a deux familles d'aigus. Il y a un aigu de crooner, et les crooners avaient été critiqués parce que chanter comme ça, c'était pas bien, mais c'était 40 ans avant. Donc, il y a les aigus de crooner qu'il utilise en début de chanson, et puis dans le pont, quand il monte un peu plus, il y a le belting, c'est-à-dire cette espèce de forçage laryngé, mais qui est une manière caractéristique rock de chanter dans les aigus. Donc, il n'y a absolument rien, c'est pas unique, bien sûr, nous avons tous une voix unique, c'est pas une voix unique, et puis c'est pas une voix de castrat, quoi, voilà. Oui, s'il te plaît. Alors, ma deuxième et dernière partie, qui est pratiquement déjà, en fait, c'est une conclusion, qui occupe, c'est comme en soul, vous savez, quand la conclusion prend pratiquement la moitié de la chanson. Donc en fait, qu'est-ce que tout cela nous dit des variétés ? Déjà, cela nous dit que les variétés, alors j'aurais pas écrit ça si j'avais entendu les communications de ce matin, mais voilà, c'est le jeu des colloques, que c'est un système, elles font système, les variétés télévisées, elles font un système souple et anomique, au sens où quand elles sont ouvertes à Jean-Jacques Goldman en 81-82, c'était comme à toute personne ayant du succès à un instant T. Donc il n'y a pas de prédétermination de ce qui va pouvoir être diffusé ou pas dans une émission de variété télévisée. Deuxièmement, que c'est un système en fusion avec l'industrie du disque. En effet, dans toute la période que j'ai étudiée, c'est bien chaque sortie de single qui va déclencher une vague d'apparitions télévisées. Alors c'est vrai que dans le cas de Jean-Jacques Goldman, il se succède fort, mais on voit bien, j'ai la période où il promeut Quand la musique est bonne, j'ai la période où il promeut Au bout de mes rêves, j'ai la période où c'est Comme toi, et ainsi de suite. Ensuite, que c'est un système... Alors j'ai mis système vide, je me demande si je n'avais pas corrigé ça normalement. Ah non, j'avais mis encore pire avant. Alors, un système vide, au sens où chaque fois que j'avais des interviews intéressantes de Jean-Jacques Goldman, ce n'était pas dans les émissions de variété. C'était dans les JT où il était invité, dans des magazines culturels où il était invité. Mais quand c'était thématisé variété, et en particulier, je pense à Cadence 3, je pense à Champs-Élysées, c'est un système qui ne parle que de lui-même. Vous étiez passé à Champs-Élysées déjà l'an dernier. Et c'est tout ce qu'on dit. Voilà. Ensuite, les variétés télévisées, c'est pas fait pour la musique. Bien sûr, s'il n'y avait pas la musique, il n'y aurait pas les variétés télévisées. Et que d'ailleurs, s'il n'y avait pas les variétés télévisées, la musique ne se vendrait pas de la même manière. Et en même temps, si on veut entendre la musique, les émissions de variété télévisées ne sont pas le bon lieu. C'est très terrible. Ça fait beaucoup de mal. C'est un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui, vous voyez, avec ces soucis de technique qui font qu'on n'entend pas. En fait, c'est un très mauvais système pour diffuser de la musique. Et donc, on entend mal les chansons. On a intérêt à les aimer beaucoup pour pouvoir les écouter dans une émission de variété. Et puis que c'est un discours, alors un peu ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, que c'est un discours extrêmement puissant pour plaquer des grilles de lecture sur des réalités musicales extrêmement complexes. Par exemple, je plaque variété sur quelque chose qui, et je dis que c'est pas du rock ou je dis que c'est du rock. Il y a vraiment un travail de la grille de lecture du système médiatique qui est finalement presque le travail principal de ces émissions, plutôt que de faire découvrir ou de faire connaître. C'est vraiment le travail interprétatif de la réalité musicale qu'on présente. Et puis que ça s'inscrit dans un système vaste. Par exemple, c'est très intéressant, mais dès qu'il passe sur scène, dès qu'il fait des tournées, en fait, ces émissions ces concerts sont répercutés.
on parle des concerts dans les émissions de variété. Parfois, on montre. Il y a des images, par exemple, 87, dans un grand échiquier, on montre des images de Jean-Jacques Goldman au Zénith, alors qu'il n'est pas sur le plateau. Mais voilà, il y a vraiment une espèce d'inscription des concerts au sein du système télévisuel, d'une manière indirecte dans le cas du corpus que j'ai eu à visionner. Et puis d'autres, on parle de la radio, on parle des hit-parades de radio, on invite Monique Lemarcy. Il y a vraiment une espèce de système complètement en lien avec un appareil beaucoup plus large que les simples variétés télévisées. Et puis enfin, pour conclure, cette question de la divergence entre variété comme catégorie télévisuelle et variété comme catégorie musicale. Alors, Rocking Chair est bien thématisé, en tout cas dans les archives de l'INA, comme une émission de variété télévisuelle. Et en même temps, le sujet de cette émission, c'est une interview qui dure probablement une demi-heure, entrelardée de quelques clips. Le sujet, c'est vraiment Jean-Jacques, est-ce que donc on se dit tu dans cette émission, c'est une émission rock, est-ce que tu es un rocker finalement? Non, je ne suis pas un rocker. Non, moi, je fais des variétés. Je fais de la variété. Donc, il y a vraiment un travail des variétés sur la catégorie de la variété. Qu'est-ce que c'est que la variété? Et une des choses, on va terminer avec un extrait, ça sera ma fin, c'est justement comment, à la fois, c'est de la variété, parce que je ne suis pas un chanteur qui chante c'est pas un groupe, c'est moi, c'est mes chansons, et c'est pas mon groupe, c'est mes chansons. Et en même temps, la mise en scène, donc là, c'est dans Les Enfants du Rock 87, un bref extrait, vous allez voir, à la fois, la mise en scène qui met en avant des valeurs rock, donc en tant que le rock, c'est le contraire de la variété. C'est direct, c'est en plein air, les relations entre les musiciens sont horizontales. Pourtant, Jean-Jacques Goldman, au début, dit bien « Non, moi, c'est pas de la variété puisque je suis pas dans un groupe. » En même temps, ce qu'on montre, c'est du groupe, c'est du pull, c'est du jean, c'est pas de la chemise. Et puis, on enchaîne sur des images de concerts où on retrouve la chemise et en même temps, les enfants du rock font bien attention de trier dans les chansons celles qui ont une rythmique extrêmement assise, celles qui ont des shuffle blues, celles qui ont un côté extrêmement gospel. Là, je me demande si c'est même pas un extrait avec Carole Fredericks. En tout cas, c'est vraiment des extraits de concerts où on peut projeter sur lui toutes les catégories rock, donc non variété. Vas-y, merci. Merci beaucoup, Catherine. Tu as vraiment très bien respecté le temps imparti. Et tout à l'heure, moi, j'ai allègrement, sans le faire exprès, zappé les questions suite à l'intervention de Sébastien. Donc, on va faire un temps de questions maintenant sur Enrico Macias et Jean-Jacques Goldman. Oui, ouais, il y a plein de... Est-ce que le micro, je ne sais pas où est... Est-ce qu'il est revenu là, le micro ? Oui, Sébastien et Raphaël aussi. Je vais être obligée de vous tirer les bretelles là sur vos graphiques. Ça va pas du tout. En fait, on peut, et c'est la raison même, là, vous illustrez parfaitement la raison pour laquelle on est très réticent à donner des accès à INA-Media Pro à des chercheurs, parce que on peut pas du tout faire des statistiques avec INA-Media Pro exactement pour les raisons que tu as très bien expliquées. Donc, je sais que tu les connais. Oui, mais du coup, ça n'a vraiment... Et je voudrais expliquer pour les autres, les étudiants notamment qui Non, mais j'ai expliqué. Bon, voilà, donc il y a des extraits, il y a des intégrales. En même temps, ça donne une idée. Non, parce que là, en plus, c'est allé jusqu'en 2024. Il n'y a même pas le dépôt légal. Tu n'as accès qu'à la production des chaînes publiques. C'est pas mon sujet. Je vais pas jusque-là. Donc, non, ce qui est important, c'est de voir globalement une courbe, si tu veux. Et ça donne une idée. Non, la courbe, elle ne va pas. Tu peux pas la faire jusqu'en 2024, à partir d'INA-Media Pro. Non, mais peu importe, tu vois bien, il n'y a rien à la fin. C'est pas ça le problème. Non, sur le dépôt légal, il y a beaucoup, en fait. Je fais 64, 69, c'est ça mon sujet. Simplement, tu vois bien que la courbe, elle va dans un sens, elle va pas dans un autre. Elle va pas dans ce sens-là, en vrai. Bah, si. Non, je t'assure.
Bah, si, non. Pas sur la période que tu as montrée. Ça donne juste une idée d'une volumétrie, si tu veux. Mais je suis d'accord sur le fait que c'est compliqué. Je l'ai dit. Hein, tu l'as dit très bien, mais je voulais réinsister sur le fait que... Aussi, ce n'est pas un outil scientifique. Ça donne une couleur, mais je suis d'accord, c'est pas... Mais donc même donc ce qui m'a permis aussi d'isoler des ensembles. Et par un calcul manuel, il y a évidemment beaucoup moins de cohérence que le total qui n'apparaît pas de toute façon dans le histogramme qui est là. Mais les hauts et les bas correspondaient. En ayant recensé non, c'est pas... Oui, mais ça... Mais ce que je voulais juste dire, c'est que justement à l'Inatec, il y a des outils qui te permettent de ne pas faire ça manuellement, puisque Mediacorpus exporte ce type de graphique sans que tu aies besoin de compter. J'entends, mais je trouve que vraiment il ne faut pas faire circuler ces graphiques. Voilà. Non, mais de toute façon, je ne comptais pas les éditer. Hein, c'est simplement, là, ce sont des outils, ça donne des idées, c'est tout. Merci aux deux présentateurs. J'ai beaucoup aimé vos deux communications. J'ai une question et puis un tout petit commentaire. En fait, une question pour Sébastien, vite fait. Pour la chanson Noël à Jérusalem, en fait, j'ai pas compris de quand date exactement la question. La chanson, est-ce avant ou après la guerre des 6 jours? C'est après. C'est décembre 67 alors. Non. Là, c'est 69, la chanson. Bien après. Bien après la guerre des 6 jours. Oui, non, c'est simplement que son argumentaire, si tu veux, il est à comprendre dans un ensemble qui est la guerre israélo-égypto-palestinienne. Et donc, c'est cet ensemble-là qui me semble intéressant. Il en fait un objet politique. En parlant, il prend position. Voilà, c'est une prise de position assez claire, en fait, dans une émission de variété. Non, c'était les dimanches, donc c'est une émission qui en fait ressemble à une émission de variété, mais qui n'en est pas complètement une. Mais en tout cas, il aurait sans doute pu faire ça ailleurs. Mais voilà, enfin, ça me semblait intéressant de dire qu'il prend une position, quoi. Donc, la télé lui laisse prendre la position aussi, parce que ça aurait pu être coupé, je veux dire. Ok, merci. Si je peux juste un petit commentaire, j'ai horreur de chipoter avec ce que présente Catherine, qui est toujours d'une précision implacable. Mais j'adore ta formule. Le rock, c'est pas de la chemise. En revanche, je crois que la chemise à carreaux de bûcheron canadien, c'est Neil Young, c'est Bruce Springsteen, c'est absolument du rock. Oui, mais ils n'ont pas les repères, puisqu'ils disent qu'ils chantent pas. Ils chantent rock et ils disent que c'est du chant de femelles, de femelles qui devraient être au fourneau. Enfin, tu vois, c'est. Mais pas les musiciens. Non, mais il n'y a pas les repères culturels pour lire ces symboles tels que Jean-Jacques Goldman probablement peut-être les projette. Et je pense qu'il y a des malentendus, mais à tous les niveaux. C'est incroyable. C'est très frustrant. Même si je ne suis pas spécialement en adulation, mais c'est frustrant. Il y a du malentendu tout le temps, quoi. Et moi, j'ai une question pour toi aussi, Catherine. À propos de ce que tu as dit sur les apparitions de Goldman dans des émissions type Champs-Élysées, où en gros, on parle de rien. Oui. Enfin, on dit juste, vous êtes passé dans Champs-Élysées, ou vous êtes maintenant, vous venez de sortir un disque. Ma question, c'est, je n'ai pas un souvenir très précis de Champs-Élysées, mais est-ce que c'est pas toujours comme ça dans Champs-Élysées? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment spécifique à Goldman? Pas du tout. Voilà, donc... Oui. Non, c'était l'endroit où je disais qu'est-ce que cette étude de cas nous montre de ce que sont les émissions de variété. Donc c'était plutôt une montée en généralité, effectivement, où oui, l'émission de variété n'a pas pour principe, en tout cas de ce que je connais, mais de ce que j'ai visionné là abondamment, l'idée n'est pas du tout d'apporter des informations précises 80. Et documentées. Comment ? Dans ces années 80. Oui. Dans les années 80, peut-être, effectivement. Oui, je n'ai pas de compétences sur... Et donc aussi, c'était une question dans les programmes que tu as vus avec Goldman, ça rejoint la dimension politique de l'intervention de Sébastien. Est-ce que quelque part, on fait allusion à son frère, Pierre Goldman ? Non,
Alors, dans ce que j'ai visionné, et j'en ai visionné pas mal, non, pas une seule fois. Et par contre, c'est vrai que dans l'histogramme, que je ne vous ai pas du tout montré, hein, rien à voir, il y avait des petits plots qui apparaissaient et qui concernaient Pierre Goldman, en fait. Mais jamais. Jamais. Il y a des éléments récurrents autour de ces études de commerce. Il y a des éléments récurrents de toutes sortes dont je ne vous ai pas parlé. Mais ça, non. Lui-même a mis un veto en fait sur le fait d'en parler. Donc, il ne souhaite pas en parler. Donc, effectivement. Oui, il ne souhaite pas, mais je crois que la télévision. Enfin, je voulais rebondir parce que j'avais pas spécialement envie d'en m'a parler. coupé l'herbe sous le pied, mais il voulait. Enfin, il me semble en tout cas que lui-même ne voulait pas, mais j'ai l'impression aussi que le système de variété télévisuelle ne veut pas en parler non plus. Enfin. Ça arrange tout le monde qu'on n'en parle pas, en fait, de ce. En tout cas, même dans les JT, même dans les interviews très développées, ça n'émerge même pas. Oui, ça n'émerge pas. Et le fait que, alors, à l'inverse, quelque chose qui vient de lui, ce refus de l'étiquetage rock que tu as bien montré. Cette mise à distance de l'étiquetage chanteur à minette. Aussi, même si c'est pas forcément dépendant de lui, c'est pas lui. Peut-être qu'il y a aussi l'émergence, c'est juste une hypothèse, deuxième moitié des années 80, émergence de Patrick Bruel qui va là s'installer dans ce créneau-là de manière quand même très beaucoup plus nette peut-être que Goldman. Je sais pas, mais une chanson, alors, tu as parlé des aspects caritatifs, mais ces chansons sont des chansons, effectivement, enfin, je sais pas quel adjectif trouver qui soit pas, parce que lénifiant c'est péjoratif, mais en même temps c'est des chansons, voilà, qui chantent le bien, quoi, les gentils, faut être gentil, c'est bien, faut aimer les gens, faut avoir de l'espoir, la vie c'est bien, faut repartir du bon pied, enfin c'est quand même beaucoup ça, hein, Jean-Jacques Goldman. Et donc, enfin, finalement c'est assez logique. Le non-étiquetage, enfin le refus de l'étiquetage rock à partir du moment où il y a absolument aucune rébellion. Même quand il chante pour les Restos du Cœur, finalement, aujourd'hui on n'a pas le droit d'avoir faim, mais ça veut rien dire. C'est pas de la rébellion, ça. Non, mais, je veux dire, donc en fait, il y a un côté, il crée le vide en quelque sorte. J'ai l'impression, un vide, une sorte de bulle de vide idéologique autour de et sociologique autour de sa chanson. Alors lui, il dit pas tout à fait ça. Il dit qu'il veut pas de la provocation pour la provocation, mais quand tu prends Quand la musique est bonne, qui est son deuxième énorme succès, c'est pas une chanson qui dit tout va bien, c'est une chanson qui dit quand c'est dur, j'écoute de la musique et ça m'aide. Enfin, oui, non, mais quand c'est dur, ça veut pas dire quand je suis au chômage, je veux dire, quand c'est dur en général. Attends, c'est ça que j'appelle le vide idéologique. Je comprends pas ton point. C'est pas une critique. Hein, non, je le prends pas comme une critique, c'est juste je comprends pas ton point. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que j'ai l'impression qu'il a créé les conditions pour s'isoler en quelque sorte. De la société, des prises de position politiques, des idéologies, alors qui ne parle pas de son frère, ça c'est une chose à la rigueur intime, normale, enfin on peut tout à fait comprendre, mais et qui fait la durabilité aussi de son succès, c'est-à-dire qu'il y a il s'isole, c'est-à-dire il chante le bien ou si ça va pas, mais ça reste des choses qui sont quand même très vagues, très D'une part, floues. c'est vrai qu'il s'isole, c'est vrai à certains égards, mais je me demande si tu tombes pas un petit peu dans la tendance à considérer que la variété c'est pas bien et le rock c'est bien, que la variété c'est consensuel et que le rock c'est rebelle, et qu'à partir de là, on peut regretter qu'il ne soit pas allé un peu plus loin sur la route du rock, mais c'est une lecture non, c'était pas du tout ma perspective. Par exemple, et sans aucun jugement de valeur ni appréciatif en plus par rapport à mes goûts que je ne vous dévoilerai pas, mais j'ai l'impression que même Michel Berger va plus loin, si tu veux, dans la même catégorie, dans l'évocation, alors je sais pas, du racisme ou de choses comme ça, ou Balavoine, etc. etc. Tu es en train de dire il n'y a pas d'engagement. Il n'y a aucun, oui, voilà, D'accord. absolument aucun. Enfin, j'ai l'impression.
Moi je suis pas d'accord. Je pense que non, mais je l'écoutais quand j'étais petit, moi, Jean-Jacques Goldman. Et en fait, je pense que c'est un chanteur socialiste, si tu veux. Et donc C'est exactement ce que je voulais dire. Bah oui, mais tu l'as pas dit. Or en fait, si tu veux, c'est à un moment donné, il est pas communiste, quoi. Si tu veux, c'est pas Jean Ferrat, c'est effectivement, c'est pas Renaud non plus. Tu vois, enfin, sociologiquement, c'est des gens qui, enfin, bon, bref, peu importe, on va pas rentrer dans le sujet, mais c'est quand même important. C'est, à mon avis, effectivement, il est sur c'est un chanteur politique. Au contraire, à mon avis. Je pense que justement, il n'est pas engagé, c'est-à-dire dans le sens où il n'affirme pas un engagement, mais quand tu regardes ses textes, c'est des textes, en fait, effectivement, extrêmement bien pensants, mais qui, en fait, sont des textes de cohésion sociale. Moi, c'est comme ça que je les lis. Je les lis comme des textes de cohésion sociale. Et d'ailleurs, plutôt bien faits, plutôt, pour moi, c'est de la, après, c'est pas, enfin, ça a été ma tasse de thé quand j'étais petit, ça ne l'est plus du tout, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça me parlait à un moment donné. Et ça me parlait, je les ai écoutés, je les ai même joués, ces chansons, si tu veux. Et donc, elle me semble pas... Non, elle me semble avoir un sens... D'ailleurs, ce soir... Ce soir j'allais sur Patrick Bruel. Merci. Oui, j'avais moi une remarque pour chacun d'entre vous à laquelle vous pouvez peut-être répondre. Pour Sébastien, ce qui me frappe beaucoup, c'est effectivement cette sorte de mise en scène de l'origine dans un café d'Alger qui finalement permet de rejouer l'origine de la notoriété, etc. Et donc, je me suis dit, mais finalement, dans les discours qui vont faire en quelque sorte le scénario des émissions de variété, le processus même par lequel les gens sont devenus des vedettes de variété va faire partie des éléments de liaison entre numéros. C'est ça, donc ça, c'est quelque chose que je découvre en t'écoutant, d'une certaine manière. Donc ça, je voulais savoir si ça te paraissait spécifique à Massias ou si c'est généralisable. Et puis, pour Catherine, j'étais frappé du fait que c'est sûr qu'on n'entend pas bien, etc., mais on le voit quand même jouer de la guitare de très près. Et donc, il y a une forme d'incarnation qui, à mon avis, n'est pas de l'ordre de la star image, mais plutôt, comme tu l'as dit, c'est un vrai musicien, etc. Et ça aussi, je pense que ça fait partie du spectaculaire, d'une certaine manière, que de montrer, mais même pour les acrobates, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le processus spectaculaire du métier ou de l'action qui consiste à faire ce pourquoi on est là, avec un suspens, avec une va-t-il y arriver, jusqu'où, et donc le temps en quelque sorte se dilate pendant le temps de la performance, et la télé vient accueillir ça. Et donc je trouve que c'est un peu le contre-champ de la star image. Et donc je voulais savoir comment tu articulais les deux, et si tu es d'accord avec cette hypothèse. Pour moi, j'ai dit que c'était un élément de la star image parce qu'il y avait redondance. C'est-à-dire que je vous ai montré cet extrait, mais qu'en fait, à cette période-là, et ce n'était pas le cas avant, se multiplie dans les multiples émissions que j'ai visionnées le fait « Ah oui, mais en plus, c'est un vrai musicien. Hein. Ah oui, mais il joue du piano, mais il joue aussi du violon et de la guitare. Enfin, et sur scène, il fait des solos. » Et donc, il y a vraiment ça devient... C'est pour ça que j'ai dit que c'était un élément de star image. Évidemment, c'est pas seulement ça. Ah oui, et je crois que là, c'est 84. Drucker vient d'en faire des caisses sur le fait qu'il a triomphé à l'Olympia. Donc il y a vraiment une construction qui est discursive de la part de Drucker et qui consiste à dessiner la silhouette de Goldman en y ajoutant une touche qu'il n'avait pas fait dans les précédents Champs-Élysées parce qu'il était déjà passé au moins 2 fois déjà. Mais... donc pour te répondre, je dirais que c'est pas spécifique ce type d'écriture. En tout cas, je pense j'ai mis un petit fragment là de son autobiographie où il dit voilà ce que je dois finalement au Carpentier. Et ce qu'il doit au Carpentier, c'est ce que plein de gens doivent au Carpentier. C'est-à-dire c'est une écriture. C'est l'idée qu'effectivement il y a une sorte de retour à une écriture qui effectivement est une écriture par numéro. Mais avec une véritable construction. Il y a une construction. Il n'y a pas de narration, mais il y a une construction en fait extrêmement solide des différents numéros.
dans une véritable logique de variété avec un S, c'est-à-dire de varier. Et là, je vous ai pas montré grand-chose d'ailleurs, mais je vous ai pas montré qu'en fait, il va montrer qu'il sait jouer du oud, qu'il joue avec son père, c'est-à-dire qu'il joue de la musique judéo-arabo-andalouse, et c'est un excellent musicien. Et donc là, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est un guitariste qui était déjà un cher, il était déjà un maître en fait, hein, très jeune, il est un maître de la guitare et le flamenco, etc., qui est lui-même issu du Malouf. Donc c'est quelqu'un qui construit en fait son image et des producteurs qui l'aident à construire son image. Donc après, quelle est la part de politique ou pas, voilà, ça se discute. Mais en tout cas, on l'aide, et je crois qu'il y a quand même une narration, même si Carpentier dit qu'il n'y a pas véritablement de narration. Elle a été citée à un autre moment, Mariti Carpentier. En fait, c'est pas vrai. Il crée quelque chose à chaque fois, et donc ces unitaires, ils sont là pour justement être des écrins finalement. Donc, mais donc c'est pas spécifique à lui. Par contre, ce qui est spécifique à lui, c'est la pianoarité, c'est-à-dire effectivement, on crée des choses spécifiques. Par contre, l'orientalité, lui-même se dit oriental, et c'est une manière de pas dire juif. En fait, concrètement. Et c'est ça que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Il dit « je suis un oriental ». En fait, il dit « je suis juif ». Et c'est un sous-texte. Et quand il dit qu'il est oriental, là, on a une proximité avec Dalida, par exemple, dans la construction des imaginaires orientaux. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que, or, il s'agit de stars qui sont effectivement, qui viennent de pays, alors soit, effectivement, ils viennent pas de France. Et donc là, il y a une écriture spécifique aux orientaux. Et voilà. Et Aznavour, d'une certaine manière, en fait partie aussi.